Le 17 juin 2007, Sebastian Vettel fait ses débuts au Grand Prix des États-Unis. Par la suite, l'Allemand deviendra une légende de la discipline, gagnant 4 titres et se plaçant en tant que 3e plus gros palmarès de la Formule 1. Après lui, 49 pilotes feront leur début. George Russell, Lando Norris, Alexander Albon étant les derniers en date. Depuis 2007, aucun des 49 rookies n'est devenu champion du monde. Seuls 5 ont gagné des courses. Seuls 15 ont fait un podium. Seuls 16 sont encore là aujourd'hui et j'en compte 27 qui ne sont pas restés plus de 2 saisons. Chaque samedi, en attendant le retour de la F1, je te propose cette nouvelle série où nous allons revenir sur le destin de 18 pilotes qui ne sont pas restés et qui pour la plupart ont été moqués. Pas à leur place, nuls, chèvres, pilotes payants, aujourd'hui on rétablit la vérité. Était-il si mauvais ? Bonjour à tous, c'est déjà le dernier épisode d'Était-il si mauvais. Durant 6 semaines, nous sommes revenus sur le destin de 18 pilotes qui ont une carrière trop courte et on s'est demandé s'ils méritaient mieux ou s'ils étaient vraiment si mauvais. Aujourd'hui, on s'attaque aux 3 derniers clients et on fait le bilan de cette série en fin de vidéo. Bruno Senna, brésilien, 36 ans, 27 quand il a débuté en Formule 1. 2 saisons et demie, une chez HRT, 0,5 chez Renault et une chez Williams. Bon, il faut en parler tout de suite, Bruno Senna est le fils de Viviane Senna et il est donc le neveu d'Ayrton Senna. Du coup, très vite, il s'est engagé dans le sport auto, même s'il a dû observer 10 années de pause après l'accident de son oncle. Lorsqu'il reprend en 2004, il est aidé par Gerhard Berger et court en formule BMW. Et il se débrouille bien avec notamment une 2e place à Macao. Il part ensuite en F3 britannique où sa 2e saison est excellente avec 3 victoires lors des 4 courses d'ouverture. 3e du général cette année-là, il a attiré l'attention et passe en GP2. Chez Ardennes, il termine à la 8e place du général avec une victoire, puis en 2008, il perd de peu le titre devant Pantano. Avec ses succès et sa réputation, il attire l'œil de plusieurs équipes de Formule 1, notamment Honda et Toro Rosso. Il est même tout proche de signer avec Honda, mais on sait l'écurie va disparaître et le repreneur Braun ne voudra pas de lui. Chez Toro Rosso aussi, les portes se referment, il va falloir patienter un peu plus. Bruno va donc se tourner vers l'endurance avec les Le Mans Series. Avec Ortelli et Montero, il obtiendra quelques beaux résultats. Désireux d'entrer en F1, Bruno va se rapprocher de la structure Campos, qui souhaite monter une équipe. En proie à de graves difficultés financières, Campos ne paiera pas Senna pendant un certain temps et sera à 2 doigts de ne pas prendre part à la saison 2010. Heureusement, Dallara viendra sauver les meubles. 27 ans après son oncle, Bruno arrive donc en Formule 1, il aura pour coéquipier Karun Chandhok. Malheureusement, on le sait, la HRT sera l'une des pires voitures ayant jamais participé au championnat, et il n'y a pas grand chose que Bruno va pouvoir faire contre ça. La saison a mal débuté avec un abandon en Australie et rien ne s'améliorera, aucun développement, rien. En plus, Bruno ne se démarque pas forcément, il est même dominé par Chandhok. Pire, au milieu de la saison, il est viré le temps d'une course. Officiellement, l'équipe le sanctionne pour de mauvais propos sur son patron et pour le secouer. Officieusement, ce remplaçant Sakon Yamamoto apportait une valise de billets. Toujours est-il qu'il manque le Grand Prix d'Angleterre. Il retrouve sa place le Grand Prix suivant, puis c'est au tour de Chandhok de perdre sa place pour une autre histoire d'argent. Bref, la saison est autant galère sur la piste qu'en dehors, et le climax sera au Grand Prix de Singapour, où Bruno se fait mettre à l'amende par Christian Klein avant de finir la course dans le mur. Bon, cette saison cauchemardesque est enfin finie et Bruno quitte HRT. Malheureusement, vu ce qu'il a montré, il ne va pas pouvoir trouver mieux qu'une place de 3e pilote chez Lotus, mais heureusement, en cours d'année, Nick Heidfeld va faire quelques erreurs, ce qui va permettre à Bruno d'avoir une nouvelle chance. Et là, il va enfin montrer des choses positives. Dès sa première séance de qualification, il se classe 7e. Bon, ce week-end se finira avec un crash au premier virage, mais la course suivante, il termine 9e après une splendide course. Ses premiers points. L'espoir sera cependant éphémère, il vit la suite de la saison dans l'ombre, ne marque plus aucun point et ne convainc pas ses boss, il est encore viré. Mais Bruno a plusieurs atouts dans sa poche, ou plutôt des billets et des sponsors, et donc il intéresse fortement l'équipe Williams qui a de graves soucis. Titularisé dans l'ancienne équipe de son oncle, il va tenter de se montrer digne. Et sa saison sera tout à fait honnête, il rivalisera avec son expérimenté coéquipier Pastor Maldonado, 31 points à 45. 6e en Malaisie, 7e en Chine ou en Hongrie, Bruno a montré qu'il avait des qualités. Cependant, ce n'est pas assez pour faire de lui un pilote fiable et porteur d'espoir. Sa carrière se termine dans un crash chez lui au Brésil, là où il aura souvent eu l'occasion de piloter les voitures de son oncle en guise d'hommage. Ayrton Senna avait dit « Je suis peut-être bon, mais attendez de voir mon neveu ». Cette phrase a un peu desservi Bruno, qui a attiré les comparaisons toute sa carrière. Son parcours chaotique laisse des regrets, mais montre aussi qu'il avait quelques défauts. Je ne pense pas que Bruno Senna aurait mérité de faire une longue carrière, mais j'aurais aimé qu'il bénéficie de plus de stabilité. HRT était une écurie poubelle, bancale et engloutie sur les problèmes extrasportifs. Sa demi-saison chez Lotus est trop courte et Williams l'a coupé au bout d'un an seulement. Certes, il n'allait pas révolutionner la F1, mais dans des conditions plus favorables, il aurait peut-être pu être un bon pilote de milieu de tableau pendant 4-5 ans. Du coup, au moment de la note, je trouve que ses défauts sont compensés par quelques circonstances atténuantes et je lui mets un 5,5 sur 10. Ce n'était pas le meilleur, son départ est logique vu la concurrence, mais en même temps il a montré de bonnes choses et aurait mérité plus de stabilité.
Jérôme D'Ambrosio, belge, 34 ans, 25 lors de sa seule saison en Formule 1 en 2011 chez Virgin, et 26 ans quand il a fait un Grand Prix avec Lotus. Triple champion belge de karting, il intègre très jeune le programme de jeunes pilotes de Renault. Après être devenu champion de l'International Formula Master en 2007, il passe en GP2 avec Dams. Si sa première saison est encourageante, il va ensuite stagner légèrement. Seulement 12e pour sa troisième saison en 2010, il fait quand même quelques tests F1 avec Virgin, dont il devient le troisième pilote. Malgré ses difficultés en GP2, il a toujours convaincu Virgin lors des tests et donc l'écurie le met en concurrence avec Van der Garde pour un siège de titulaire en 2011 et au final c'est bien Jérôme qui obtiendra ce siège de titulaire pour 2011. Sa saison sera fortement biaisée par les faibles capacités de sa voiture. Virgin reste l'une des pires équipes ayant jamais couru en F1 depuis 20 ans et il n'y a pas grand chose que Jérôme puisse faire. S'il n'a logiquement marqué aucun point, il n'a pas été ridicule dans la comparaison avec Timo Glock. Malgré tout, cela ne convainc pas suffisamment ses dirigeants qui le mettent dehors à la fin de la saison. Avec cette saison passée dans le fond du classement et le manque de place, Jérôme va devoir se contenter d'une place de 3e pilote chez Lotus tout en commentant des grands prix pour la télé belge. Il n'aura donc plus jamais l'occasion de reconduire une Formule 1. Ah, attendez, Romain Grosjean veut nous dire quelque chose. Ah bah si en fait, D'Ambrosio va reconduire une Formule 1 car Grosjean sera suspendu une course après cet accident. Sa course pour Lotus au Grand Prix d'Italie sera très moyenne, à 1 minute de son coéquipier Räikkönen. Après ça, sa carrière en F1 sera réellement terminée, il restera un pilote réserve avant d'aller vers l'endurance et enfin la Formula I où il sera un très bon pilote de second plan. Sa carrière de Formule 1 a été beaucoup trop courte pour juger ce qu'il aurait pu donner, mais était-ce injuste? Durant son année chez Virgin, D'Ambrosio a fini toutes les courses sauf une sur accident et 2 sur problème mécanique. Ne pouvant pas marqué de points, il s'est toujours appliqué à faire les choses proprement et a toujours rendu de bonnes copies. Je pense qu'avec ça, il aurait mérité au moins une autre saison avec une autre équipe pour pouvoir enfin montrer sa valeur. Mais ça ne s'est jamais fait car ses concurrents étaient meilleurs que lui, il faut l'avouer. Malgré ce petit regret, je pense que sa carrière est logique et je vais lui mettre un 5 sur 10. Il n'a pas démérité, mais il n'y avait pas vraiment de place pour lui. Nelsinho Piquet, ou Piquet Junior pour les intimes. Brésilien, 34 ans, 23 durant sa carrière en Formule 1, une saison et demie avec Renault. Bon, là aussi, il faut le dire, oui, Nelsinho Piquet est le fils de Nelson Piquet, le triple champion du monde de Formule 1 dans les années 80. Du coup, très jeune, il va exceller en karting avant de partir en Formule 3 sud-américaine, où il court dans une écurie créée par son père. Ah oui, ça aide, mais ça n'enlève rien à son mérite pour avoir été champion en 2002, puis ensuite champion de F3 britannique en 2004. Cette année-là, il saute aux yeux du monde et fait même des tests F1 avec Williams. Il passera tout de même par le GP2 dans l'équipe Piquet Racing, où il va faire une première année sans éclat, avant, en 2006, de finir vice-champion derrière Lewis Hamilton. Déjà suivi par Renault depuis un moment, il signe un contrat avec Flavio Briatore et devient pilote réserve. Mais en 2008, il va profiter de l'envie de Renault de faire un grand ménage pour gagner une place de titulaire aux côtés de Fernando Alonso. Bien sûr, l'Espagnol est une pointure beaucoup trop grande pour lui, mais il veut montrer qu'il a sa place et qu'il n'est pas là par hasard juste par son nom. Problème, sa première partie de saison va être catastrophique. En Australie, il ne passe pas le premier virage, en Espagne, il s'accroche avec Bourdet, à Monaco, il se met dans le mur, pareil au Canada alors qu'il tenait un top 5. Bref, c'est très compliqué et il est déjà menacé. En plus, quand il se rassure en France avec ses premiers points, c'est suivi d'un accident en Angleterre. Mais le tournant de sa saison, c'est le Grand Prix d'Allemagne. Qualifié seulement 17ème, il vit une course anonyme avant que la safety car ne lui offre la 2e place sur un plateau et donc son premier podium alors qu'il était abonné aux abandons. Malheureusement, après ce podium miraculeux, rien n'aura changé. Nelsinho conclura la saison par 3 entrées dans les points et 3 accidents. Conservé à la surprise générale pour 2009, Nelsinho se fait encore gravement mettre à l'amende par Alonso et commet de nouvelles erreurs, notamment à Monaco où il ne termine toujours pas la course. Le coup de grâce sera le Grand Prix de Hongrie où il finit 12ème quand Alonso avait fait la pole. En plein milieu de la saison 2009, Nelsinho Piquet est donc logiquement viré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car les Piquet ont une dent contre Briatore, le patron de Renault, et vont révéler une affaire qui deviendra le tournant de sa carrière, le point marquant de la carrière de Piquet, le Crashgate. Alors, comment expliquer le Crashgate simplement ? Disons qu'en 2008, Renault a été à la ramasse, mais ils ont gagné une course à Singapour avec Alonso. Durant cette course, Piquet s'est violemment crashé dans le mur et le Brésilien va désormais révéler que ce crash était intentionnel et ordonné par Briatore. Le patron de Renault avait anticipé qu'un crash à ce moment précis
permettrait à Alonso de prendre la tête de la course. Personne n'avait rien remarqué, mais pour se venger, les Piquet ont révélé la supercherie. L'affaire se finira devant les tribunaux et Briatore sera exclu à vie de la Formule 1 pour tricherie. Même si une partie de son honneur sera lavée, Nelsinho ne reviendra pas en Formule 1, il oscillera entre la NASCAR et la Formule I, dont il deviendra le premier champion en 2015. La carrière de Piquet aura donc été aussi courte que tumultueuse, il s'est fait remarquer par beaucoup de crashs, d'ailleurs le moment marquant de sa carrière est un crash et il s'est fait manger à la fois par Alonso, par Renault et par Briatore. Nelsinho aura été hors du rythme et très souvent fautif. Clairement, son départ est logique, il a même eu une année de rab. Après, il est vrai que l'atmosphère Renault ne l'a pas aidé, il a souvent eu la pression, mais bon, en même temps, vu les résultats qu'il avait, c'était un peu normal. Pour toutes ces raisons, je donne à Nelsinho Piquet un 4 sur 10. Clairement, son passage en Formule 1 est très compliqué et il ne pouvait pas espérer vraiment beaucoup mieux. Cependant, cela n'enlève rien à son coup de volant et ne fait pas de lui un pilote pistonné, qu'on soit bien clair. Voilà, nous avons désormais épluché la carrière des 18 pilotes de la saga Était-il si mauvais? Je trouve qu'ils ont tous des destins, des histoires différentes, c'est très difficile de les regrouper dans une case ou d'établir un profil type du pilote qui n'a pas fonctionné en Formule 1. Ils viennent tous de catégories différentes, ils ont tous couru dans des équipes différentes, à des périodes différentes, donc c'est très dur de catégoriser. Avant de faire un point sur les notes, je rappelle que cette note n'a rien à voir avec le niveau du pilote, c'est simplement un mix, une balance entre ce qu'a été sa carrière et ce qu'il aurait mérité d'avoir comme carrière selon notre analyse. Du coup, le pilote le mieux noté de cette série est Nasser avec 7,5 sur 10. Je trouve qu'il a été trop injustement mis à la porte et que ces deux saisons sont bonnes. Stoffel Vandoorne avec 7 et Verlaine avec 6,5 le suivent et représentent un peu la dernière génération de pilotes sacrifiés, bons mais qui n'étaient pas là dans le bon timing. J'ai mis 6,5 aussi pour Di Grassi et Buemi, le brésilien car son passage est très court et qu'il a eu de la malchance avec Renault, le suisse car ses performances étaient tout à fait honorables. Ses deux collègues de Toro Rosso, Bourdais et Alguersuari obtiennent un 6 car ils ont fait un peu moins bien que lui mais étaient aussi des pilotes méritants. On retrouve ensuite deux pilotes du jour, Senna avec 5,5 et D'Ambrosio avec 5. 5 également pour Ericsson, Sirotkin et Di Resta, puis on attaque les pilotes qui n'ont pas la moyenne. Tout d'abord il y a Van der Garde, 4,5, puis un groupe à 4, Piquet, Palmer, Hartley et Petrov. Et enfin, la lanterne rouge, Gutiérrez avec 3,5. Toutes ces notes ne reflètent que mon avis, ne sont pas à prendre au pied de la lettre et sont soumises à débat, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous êtes d'accord ou non. C'est donc ainsi que se termine Était-il si mauvais? J'attends avec impatience vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un like si cette série vous a plu, à aller revoir les autres épisodes si vous ne les avez pas vus, ils sont tous dans la description. Avant de se quitter, je précisais que je n'ai pas parlé de Rossi, de Ariento, de Lauterer, de Stevens ou encore de Max Chilton car j'estimais que leur carrière était trop courte ou trop bizarre, mais c'est pas exclu qu'on reparle d'eux un jour dans un autre format. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve le week-end prochain pour une grosse surprise et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne.